Bonsoir et bienvenue à tous sur notre plateau. Il est 19h30, l'heure de plonger au cœur de l'élite du championnat togolais. Vous êtes bien sûr dans l'émission 4-10 minutes d'Eyan Lonato, le magazine qui décrypte, débute les débats et célèbre en tout cas la D1 Lonato autrement. Bonsoir une fois encore et bienvenue. Alors la deuxième journée, elle a offert des scénarios aussi captivants. Pour décrypter ces différentes rencontres, j'ai avec moi le plaisir d'accueillir trois invités de choc. Ce soir, nous accueillons en tout cas Monsieur Delanov Atik Bouroum, qui est journaliste. Bonsoir Delanov. Bonsoir Gloria, bonsoir également à toutes et à tous. Nous accueillons également Monsieur Diakpa, qui est manager FIFA Connect. Bonsoir Henri et merci d'être là. Bonsoir madame et bonsoir aux nombreuses téléspectatrices. Téléspectateurs de New York TV. Merci. Et enfin, nous avons le coach Moudibou Abodi Akambi. J'espère que je n'écorche pas le nom. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes coach formateur. Effectivement, oui. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui nous suivent présentement. Voilà, depuis un peu partout, parce que c'est une grande chaîne. Au plaisir, je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce soir. Merci, voilà, coach. Ça va aller. Super. Alors, présentation terminée. Voici ce qui nous attend dans ce numéro au programme de cette émission. Le débrief des chocs, la réaction de Dito après le faux départ de la première journée. Le choc timide Golesou-Asco qui s'est soldé sur un nul et tous les résultats de la J2 avec nos experts en plateau. En deuxième partie, nous ferons un focus sur l'incident du club Unisport de Sokodé qui a malheureusement marqué la journée. Dans la rubrique l'interview, nous échangerons avec le joueur du Dynamique togolais, Sadat Mohamed, qui nous relate son parcours, son style de jeu, ses ambitions au micro d'Angelo Policoué. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. C'est donc parti, nous ouvrons le bal avec les analyses pointues. Commençons fort avec le fait majeur de cette journée. C'est sans doute, bien sûr, la victoire de Dito face à l'Entente 2. Et je vais commencer par qui déjà? Je vais commencer par vous, Delanov. Faites-nous généralement l'analyse de cette rencontre-là. Qu'est-ce qui a fait que Dito, qu'est-ce qui a changé entre la J1 et la J2 pour pouvoir avoir cette victoire-là de Dito? Dans un match de football, comme on le dit souvent, l'efficacité règne. Si dans un match, vous êtes très efficace devant et que vous êtes efficace également derrière, vous emportez les 3 points de ce match-là. La première journée, oui, Dito s'est réveillé un peu tard, surtout en deuxième période. On avait vu l'envie, c'est ça? Oui, on avait eu cette envie-là, que ce soit de revenir soit au score ou bien de l'emporter. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Mais pour cette deuxième journée, on sait que Dito, c'est un club militaire et donc physiquement, on était au point. Et puis lors de la première mi-temps, on a vu une équipe très efficace qui a marqué 2 buts, surtout avec un but de Kpatoubi qui dyname, qui est passé par là, également une passe de Sadat Mohamed. Donc on a vu une équipe de Kpatoubi Liabé qui était vraiment entreprenante. On pensait que Entente 2 allait refaire le coup de la première. On reviendra sur cette équipe d'Entente 2 bien avant. On va s'intéresser avec Henri. Parlez-nous un tout petit peu. Est-ce que la victoire de Dito, c'est une résilience? C'est un signe que Dito a de la maturité pour jouer peut-être le haut du tableau ou carrément c'est peut-être un sursaut d'orgueil dans cette rencontre? En fait, on a l'habitude de dire que la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Ok. Et quand vous voyez le jeu de Dito, ils sont venus, ils ont attaqué. Et ils ont fait le break. Et après, ils ont mis le physique face aux jeunes de Konyoya Kopé qui, tant bien même que mal, ils ont bien fait quand même leur pré-saison. Et avec leur victoire en première journée, sauf qu'ils n'ont pas pu concrétiser la suite de cette victoire. Et Dito, en venant, savait très bien qu'en perdant ce match, ça fait 2 matchs perdus. Vous voyez? Et là, c'était un peu dur. Voilà, donc c'est une course à l'endurance. Et honnêtement, je pense que le coach de Dito, Kpatoubi Liabé, est venu avec l'esprit d'un militaire
Gagner ou gagner. Au vestiaire, il parle comme il parle à ses collègues militaires. Exact. Bien même que certains joueurs ne sont pas des militaires. Et le message est bien passé. Et il a pu avoir les 3 points. Naturellement. Tactiquement, parlez-nous, coach. Qu'est-ce qui a été la force tactique de Dito dans cette rencontre? Je pourrais dire tout simplement, d'abord, c'est les ballons. Ils jouaient assez long. Et puis, ils avaient des gens très efficaces devant, voilà, qui pouvaient quand même faire l'affaire. Voilà, je pense que c'est le travail qui a payé, tout simplement. Parce que ce que moi, je déplore souvent, on a l'habitude de travailler la sortie des balles, mais arrivé au match, souvent, on t'entend. C'est ça qui n'est pas intéressant. D'accord. Voilà, donc Dito a mérité et bravo à Dito. Je pense qu'on verra la suite. Écoutons justement la réaction à chaud de Kwatumbi Liabé juste après la rencontre, le coup de sifflet final. Oui, nous avons joué un pressing haut, ne pas leur permettre de faire la sortie de balle parce que nous savons qu'en temps ils jouent, ils aiment circuler le ballon. Donc il faut leur couper cette transition, c'est ce qu'on a fait. Ils n'ont pas pu faire des sorties de balle, ça a été difficile pour eux. Du moment où nous gérons bien la transition défensive, donc on gagnait les duels, on récupère la deuxième balle. Je pense que ça a payé dans le jeu. Je vais revenir avec vous, coach. Est-ce que vous faites la même lecture que le coach Kwatumbi de cette rencontre? Oui, effectivement, je fais... Ouais, bon, enfin, je peux vous dire tout simplement ce que le coach vient de dire tout à l'heure. Bon, il a sa vision, j'ai ma vision. Il parle d'une transition défensive qui a été réussie dans cette rencontre. Effectivement, parce que quand vous regardez bien le match, ce qui était intéressant, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des sorties, il faisait des passes, il cassait les lignes. Vous voyez, donc ça permettait à Dito d'aller aussitôt rapidement. D'accord. Voilà, donc là, je pense qu'ils ont mérité tout simplement. Voilà, ils ont mérité, c'est tout. Passons à l'entente de Delanov. Est-ce qu'ils ont démérité, en tout cas, dans cette rencontre? Est-ce que le résultat reflète réellement ce qu'ils ont joué, qu'ils ont donné comme jeu? Oui, je pense que le résultat, comme vous l'avez dit, révèle un peu ce qui s'est passé. La première mi-temps, c'est totalement à l'actif du Dynamique togolais qui a marqué 2 buts. Oui. Et lors de la seconde mi-temps, on a vu beaucoup plus l'équipe de Côte d'Ivoire Kopé Konakwe à Djololo, mais l'efficacité n'était forcément pas au rendez-vous. Donc, ils ont su marquer du moins un but, mais derrière, on a vu une équipe... voilà, du Dynamique togolais très très solide, surtout défensivement. Et puis dans les 45 dernières minutes, on a beaucoup plus vu Dito qui évoluait par des transitions, comme le coach l'a dit, par des balles longues. On ne jouait plus le Diogo Bonito comme on l'a joué. Ils essayaient de construire. Ils essayaient de construire, surtout en deuxième période, sur des balles longues. Donc pour moi, naturellement, l'équipe qui a marqué le plus de buts, surtout c'était Dito. Oui. L'équipe a mérité tout simplement sa victoire. Maintenant, est-ce que Attende pouvait faire mieux? Oui, Attende pouvait faire mieux. Manque de finition pour Attende ou c'est une faiblesse défensive? Non, en fait, Attende à son jeu. Attende à son jeu, procéder par de petites passes, construire le football de la base vers l'avant. Oui. Mais par contre, quand vous voyez la morphologie des deux équipes, Dito part favori. Et tout à l'heure, je viens vous le dire que Dito a plus misé sur la force. Ok, c'était le physique. C'était le physique qui a plus dominé ce match que le tactique. Alors si Dito s'hasardait à poser un peu le ballon et à jouer au tiki-taka. Ça veut dire qu'ils ont bien ils ont bien analysé le jeu des ententes des gardes de Côte d'Ivoire Kopé. Ce qui a fait qu'ils ont vite fait le break et replié en arrière pour pouvoir défendre leur avantage. D'accord. Rien de mieux que d'entendre le principal acteur. Voici pour vous l'interview du coach François Guély. Une défaite, c'est nous qui l'avons voulu. On a offert les 2 buts. Donc, on a joué aussi contre une bonne équipe qui n'a pas relâché. Nous aussi, on n'a pas relâché. En deuxième mi-temps, on a essayé de remonter les 2 buts que nous avons donnés à l'adversaire, mais après, le score est déjà fait. Mais on ne va pas se décourager. Delanov,
le coach parle bien sûr d'avoir laissé les brèches à l'adversaire en face de marquer les 2 buts, c'est vrai? C'est vrai dans la mesure où vous prenez un peu l'action qui a amené le penalty, cela pouvait être évité si un milieu de terrain sortait sur Nan Richard qui avait envoyé la balle, le centre. Je pense que quelque part, cela pouvait être évité. Vous prenez pratiquement les 2 buts, il y avait une erreur défensive. Donc à ce niveau-là, ça paye cash. C'est bien que le coach s'en rende compte pour les prochaines échéances. Justement, maintenant, est-ce qu'ils auront le temps nécessaire pour pouvoir tout corriger avant d'aller disputer la 3e journée? Ils sont en plein déjà dans le championnat. Maintenant, il va falloir corriger les choses au fur et à mesure où les matchs s'enchaînent. D'accord, merci. Alors, Dito qui lance sa saison finalement, mais l'autre grand rendez-vous de ce week-end, c'était le choc au sommet de Bolesou des Lacs qui était face à Asco de Kara, qui s'est soldé sur un nul. Alors, votre analyse nous intéresse tactiquement, en tout cas sur cette rencontre. Bon, je peux dire tout simplement que ça a été un nouveau très moyen. Le match Bolosou et Asco de Kara. Parce que j'avais suivi la saison dernière et Asco et Bolosou à domicile à Anécho. Ça allait un peu plus vite. Et puis il y avait les 2 équipes qui créaient des occasions. Voilà, des bons espaces. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué que c'est comme si l'enjeu avait pris du dessus. Donc on n'arrivait pas à transiter vers l'avant. Il y avait trop de... Des 2 côtés? Des 2 côtés. Les retrouvailles, ce n'était pas trop ça. Je vous dis la vérité. Parce que moi, ce qui me cœur dans ça, c'est quoi? Vous avez l'habitude de travailler avec beaucoup d'efficacité aux entraînements, mais quand on arrive au match, c'est autre chose qu'on nous présente. C'est quoi le problème finalement? Bon, peut-être c'est dû à la pression peut-être sur le coach. Si on ne laisse pas le coach faire son boulot, il y a ça aussi qui compte. Je ne sais pas si j'ai mal parlé, parce que moi, je suis dans le milieu, je sais ce qui se passe. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on doit laisser ces jeunes-là s'exprimer comme s'ils doivent. Voilà, c'est ça. Alors, Henri, est-ce que le nul, c'est une performance pour Bolesou qui était à domicile? Quand même, c'était face à Asco. Non, en fait, il est très difficile de jouer à domicile. Surtout, il y a plus de pression. Il y a plus de pression. Et puis, la communication entre le staff technique et les joueurs, c'est de faire tout et tout pour gagner le match. C'est ce qui est dans leur tête. Et quand ils abordent le match et que l'équipe adverse les observe, les attend, procède à un contre, c'est fini. On panique un tout petit peu et on perd d'ailleurs le style et la méthodologie dont ils ont eu tout au long de la semaine. Et je peux vous dire qu'en ce début de championnat, le niveau est très bon. Quoi qu'on le dise, le niveau est très bon. Les observations des entraîneurs également sont très bien. Et c'est cette année, on a connu quand même 2 ou 3 entraîneurs expatriés qui viennent apporter leur expérience dans notre championnat. Donc, un match nul à domicile, c'est pas mal pour Bolosou. Et quand vous voyez l'attaque de Bolosou, vraiment, ils n'ont pas un bon attaquant. Ils n'en ont pas assez. Il n'y a pas assez d'attaquants pour nos amis des Lacs. Ils sont à la recherche. Ils veulent toujours l'Azora qui est là pour faire la finition. Voyez-vous. Donc, c'est ce petit truc-là qui manque finalement à Bolesou des Lacs. Vous pensez également pareil? Oui, dans un match de football, ce sont les buts qui font la différence. Et quand vous n'arrivez pas à marquer des buts... Mais s'il n'y a pas l'individualité, la collectivité aussi n'y est pas? Vous trouvez? Oui, c'est vrai que parfois les individualités peuvent quand même vous sortir des pétrins. C'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Vous prenez le but égalisateur d'Asco de Kara. Ce n'était pas une action qui était vraiment construite. Un coup franc dans un cafouillage. On voit Abdoulaye et Koulibaly qui vient propulser le ballon fort des filets. Également, l'autre but qui est arrivé, c'est un coup de pied arrêté. De Blaise Beignon dès la 6e minute. Un tir surpuissant qui n'a laissé aucune chance à Sama Mahadiou. Donc déjà la pelouse n'a pas vraiment permis à ces 2 équipes. Merci de me tendre la brèche, en tout cas par rapport à ça. Mais avant de revenir là-dessus, on va d'abord écouter le coach Noussoudien qui donne son avis après la rencontre. Cette faute, qu'on devait éviter normalement, en dégradant seulement le ballon, le gardien, je ne sais pas, et avec toute sa qualité de grand gardien, aujourd'hui il n'a pas bien négocié cette barre,
Bon, lui prétend que bon, c'est pas sorti, il avait dit que c'est sorti, bon, tout ça, bon. On le prend sportivement, c'est ce but-là qui nous a coupé le message sous le pied, parce que d'habitude, lorsqu'on te mène comme ça, on n'arrive pas à gérer. Et par moment, on n'a pas bien utilisé nos possessions de balles, nos circulations de balles, n'ont pas eu rendez-vous aujourd'hui. Compte tenu du ballon, le sol, la pelouse, tout mélangé, ça fait qu'on n'a pas été dans notre beau jour aujourd'hui. Coach, quand vous écoutez le début de l'intervention du coach, j'ai l'impression, ou je ne sais pas trop, qu'il est en train d'indexer un tout petit peu son gardien. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, effectivement, le gardien a eu une réflexion un peu en retard. Normalement, il devait intervenir, il devait anticiper l'action. Il devait anticiper, mais il est resté sur sa ligne. Donc, quand c'est comme cela, c'est pas du tout bon. Bon, maintenant, je pense qu'il n'y avait pas eu de communication autour du gars. Parce qu'il y avait, si vous remarquez, il y avait un joueur qui était à côté du gardien de but. Normalement, il devait éveiller son gardien. Quand il n'y a pas de communication, ça paye cash. Le gardien pensait en tout cas que le joueur allait venir jouer. Ça, c'est manque de communication qui a occasionné ce but-là. L'analyse de... Tondoro Fadel Cissé a quand même permis à Gbowolé-Sou de revenir du voyage de Sokodé avec les 3 points. Aujourd'hui, peut-être que moi, je ne pourrais pas dire sur le but qu'il a encaissé. C'est vrai, moi, je préfère qu'on indexe beaucoup plus les défenseurs. Parce que oui, il y avait un mur, mais après, il va falloir véritablement que le leader, le patron de la défense sache comment diriger les autres pour que chacun puisse couvrir les zones possibles afin que le gardien soit également protégé. Un but encaissé sur coup de pied arrêté, que ce soit... Peut-être c'est le regret du nul à domicile qui... Oui, on sait que Gbowolé-Sou venait quand même de faire sa première sortie sur le continent. Ils ont toujours envie de retourner sur le continent et dans des circonstances comme ça, on sait que le plus important, c'est de pouvoir gagner des matchs à domicile et aller négocier, pourquoi pas des matchs nuls et chercher encore des victoires ici et là dans des déplacements, parce que le football togolais ou bien le championnat togolais, on sait combien c'est difficile. D'accord. Réponse du côté des Candonnins avec la réaction du coach Amani Lambert. Un nul est un nul, hein. Il n'y a pas de bon nul ou il n'y a pas de mauvais nul. Que ce soit bon ou mauvais, ça vous rapporte 1 point. Mais ce qui me décourage le plus, je me suis vu sur un terrain de tennis, peut-être à Paris, à Roland-Garros, voir 2 équipes se renvoyer le ballon badaboum, c'est pas pour rien qu'on a marqué 2 buts. Les 2 buts ont été sur coup de pied arrêté. Parce qu'il est indigne de jouer au football sur un terrain comme ça. C'est pas une bonne image qu'on donne du foot ici. Un tout petit peu la mauvaise pelouse, justement, c'est un peu regrettable pour le championnat de la D1 Lonato finalement. Bon, en fait, lui, il a l'habitude de jouer sur une pelouse synthétique. Il a l'habitude. Je pense que nous Sedien également a parlé de la pelouse dans son interview. Oui, bon, au fait, quand vous voyez, avec les 2 plus consécutivement, ça permet à la pelouse de reprendre au vert. Il suffit de faire ou de passer la tondeuse de là-dessus, de ramener ça un peu plus bas et puis d'arroser le terrain. Ben, je pense, à mon humble avis, c'est ça qui manquait un tout petit peu. Vous voyez le haut central, la couleur qui était là-bas, c'était du sable. Donc, quand vous imaginez un peu, ils ont dû replanter des gazons et arroser. Donc, ils ont manqué. Il fallait faire passer une tondeuse et puis c'est mieux. Cette pelouse, on l'a vue il y a 5 ans, elle n'était pas comme ça. Comme ça, oui. Voilà. Finalement, coach, est-ce que vous jouerez un match sur une telle pelouse? Oui, parce que là où je suis passé, d'abord, il m'est revenu sur l'intervention de mon grand frère Manu Yao. D'accord. Lambert? Très bien, oui. On est de Trècheville, je le connais très bien. Si Amani Yao Lambert César parle de la pelouse, il a parfaitement raison. Parce que là, on avait tout le temps. Le championnat a été reporté à 2 reprises. On avait tout le temps de pouvoir installer, faire tout ce qui devait être fait avant le démarrage du championnat. Aujourd'hui, quand on me parle de la pelouse, non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que si on veut faire du football, on fait du football sur un très bon tatami.
Voilà, là comme ça va beaucoup aider le jeu. Et le résultat aussi. Bon, le résultat, bon, mais vous voyez en face de vous hein, le résultat, le terrain n'est pas confortable pour pouvoir faire un bon match. Voilà, ça aussi, ça joue beaucoup. D'accord. Moi, je sais de quoi je parle. D'accord. Votre avis rapide? Non, mais c'est normal. Si vous évoluez déjà sur le synthétique où pratiquement tout ça va à 1000 à l'heure. C'est plus difficile de se retrouver s'adapter après, sur le naturel, surtout que voilà, la taille du gazon ne permettait pas forcément de pouvoir déployer un très bon jeu, surtout alors qu'on a quand même de très bons manieurs de ballon au milieu de terrain de Gbouglissou, par exemple. J'ai vu à Onto Ferdinand, quelqu'un que moi j'ai côtoyé depuis le quartier, qui maniait très bien le ballon, mais malheureusement, quand vous n'êtes pas dans de meilleures conditions, ce sera difficile de déployer tout ce que vous savez faire. Merci cher monsieur. Changement d'ambiance avec le Barracuda FC qui écrase Espoir de Zio, 3-0. Le plus large score de cette journée. Un résumé pour revivre ce match intense avec Apedo et Kader. Et la partie est donc lancée par l'arbitre central Kindedi Edo pour ce match de la deuxième journée de D1 Lonato entre l'AC Barracuda et le FC Espoir. Allez, combinaison défensive sur Kagbataoli. Jolie situation. On peut dire que le coup franc est raté. Le coup de tête directement sur le gardien. Et c'est l'ouverture du score. Il va aller au bout de son intention, notre ami Emmanuel Tagba. Il va inscrire le premier but ici au municipal de Lomé. Et va mettre l'AC Barracuda sur orbite. En tout cas, cette formation prend le dessus. Un joli coup de tête pour sortir le danger. Attention, les joueurs de Tivier qui sont à l'offensive avec ce ballon dangereux. Oh, la chance de ce défenseur, il est Robin. Un centre qui retrouve le joueur de l'autre côté. l'AC Barracuda va rester... la menace va être intense dans cette défense du FC Espoir. Le second butant de cette formation de l'AC Barracuda. Et ils ont sonné cette équipe de Thiévier. Ils sont en train de les assommer. Ils sont en train de les battre complètement 2-0. Pour les locaux qui mènent bien la danse ici au municipal de Lomé. On laisse le ballon à cette équipe. Un contre un, Roberto Edem qui trouve son coéquipier. Là c'est très bien pour le nouvel entrant. Le contrôle, la frappe lobée. Oh, ça va rentrer dedans. Quelle action lumineuse. Quel but stratosphérique de cette formation de l'AC Barracuda qui est en train de battre complètement son équipe, son adversaire. Le doublé de Emmanuel Tagba. Voilà. Ça fait une passe, 2 buts pour le numéro 9 de l'AC Barracuda. 2 buts à son compteur. Oh là là, coup de tête. Oh, la balle transversale et le retour défensif qui fait la différence qu'on est pour l'espoir de Thiévier. À la fin de ce match, l'AC Barracuda l'emporte et marque les esprits. Une victoire 3-0 avec un doublé de Emmanuel Tagba qui a été impressionnant tout au long de cette partie. Coach, victoire 3-0, où s'est située la plus grande différence, en attaque ou dans l'organisation collective? Bon, d'abord, l'AC Barracuda a été efficace en attaque, parce que c'est les buts qui comptent. Pour moi, c'est les buts qui comptent, que ce soit avec les fesses, ça fait l'oreille avec la tête. On est venu au stade pour voir des buts. Oui. Donc, bravo à l'AC Barracuda. Mais ce que j'ai un peu déploré dans le jeu, c'est que la transition n'est pas rapide. D'accord. Voilà, ça joue trop de rétropasses. Et souvent, ceux qui devaient venir, les deux centraux, c'est-à-dire les deux centraux, ils refusent de faire des passes qui cassent les lignes. Alors que quand on transite par le milieu, on est encore plus dangereux. Parce que nous n'avons que deux sommets. Et quand vous envoyez vous jouez sur le côté, on n'est pas dangereux. Il faut transiter par le milieu du terrain. Et puis là, ça va aller encore plus vite. Donc j'encourage le coach, il insiste encore que le coach travaille sur ça. Okay. Ça, ce serait pour une meilleure performance, finalement, pour la suite. Bon, en tout cas, ils se sont sortis, c'est bon, mais ils n'ont qu'à continuer à travailler, ça va venir. Comme le championnat vient de démarrer, donc au fur et à mesure... Si je m'en prends au mot du coach, j'ai l'impression que c'est un résultat qui cache un tout petit peu les problèmes derrière de Barracuda, finalement.
Oui, pour le moment, ça fait 2 sur 2 pour AC Barracuda. Le plus important, ce sont les 3 points. Peu importe la manière dont ça joue. La dernière fois, on a beaucoup plus vu Espoir posséder le ballon, mais Espoir n'a pas marqué. Ce qui fait la différence, ce sont les buts. Et à l'arrivée, c'est l'AC Barracuda qui a marqué par 3 fois, 2 d'Emmanuel Lataba qui marquait là ses seconds et puis ses 3e buts de ce championnat, puisqu'il avait déjà marqué lors de la première journée. Donc quelque part, on dira que tout roule pour l'AC Barracuda, le poisson carnivore qui continue de croquer ses adversaires. On dira que c'est un prétendant sérieux pour le top 3 ou c'est trop tôt? Bon, c'est trop tôt. Mais quand vous voyez l'effectif de Barracuda, ce sont des jeunes qui ont évolué, ça fait 4 ou 5 ans. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Yeux fermés, ils peuvent placer une passe et puis rapidement. Donc le collectif a beaucoup joué ici. Et puis c'est ça d'ailleurs qu'il faut imprégner comme méthodologie au club. Lorsque vous faites appel à un entraîneur, qu'il essaie de garder l'effectif où, comment on appelle le 90% des joueurs, pour au moins 3 ans ou 4 ans. Ce n'est qu'après cela que le résultat doit suivre. Et vous allez voir ce que Barracuda va produire cette année, parce qu'ils ont vraiment le collectif et ils sont là il y a 4 ans ou 5 ans, la plupart d'entre eux. Donc c'est ce que j'apprécie. Par contre, quand vous voyez Espoir... on reviendra avec l'équipe d'Espoir, mais avant, on va écouter également le coach Adénion qui parle bien sûr de l'efficacité. Un match étant un match, ça ne s'est pas passé comme ça. Et néanmoins, il y a eu de bonnes choses, il y a eu des moins bons aussi. Je crois quand même qu'on va tirer juste la leçon de cette défaite et nous projeter vers l'avant. Nous avons manqué les 5% de chance parce que psychologiquement, quand vous ratez un penalty, je crois que la chance tourne, les 5% de chance tournent et ça a tourné. Ça a ragaillardi l'équipe adverse qui s'est dit « Ah, si il rate, c'est que la chance est de notre côté ». La motivation a changé de camp. Je crois que c'est ce qui a joué à notre défaveur. On a plutôt écouté la réaction de Ben Adiakpa, qui malheureusement, on est en train de voir, il est un peu déficiste par rapport à ce résultat, surtout un 3-0, c'est pas facile. Non, c'est qu'il est amer. Il est amer, par rapport à son premier match qu'il a livré à Théviers, à domicile, où le jeu était très plaisant. Ils ont gagné ces matchs. Oui, ils ont gagné. Voilà. Donc, dans l'élan et dans la continuité, il y a une confiance qui s'est instaurée. Et cette confiance a été brisée face à l'équipe de AC Barracuda. Et là, quand on parle de 5% de chance, je ne sais pas où est parti les 95%. Il parle bien sûr du pénalty raté, je suppose. Bien avant l'ouverture du score, il y avait cette opportunité-là de pouvoir scorer. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être que ça allait plus motiver les joueurs. Les joueurs, mais si vous prenez un peu tous les 3 buts qu'Espoir a encaissés, totalement la défense était à la rue. Vous avez un gardien qui repousse un ballon et le défenseur ne suit pas son attaquant. Le second but également, la reprise. On a vu un défenseur qui rate le ballon et le gardien après qui également se manque sur la sortie. Quelque part, on n'a pas vu cette équipe d'Espoir FC venir au stade Omnisport. Chercher... Justement, l'AC Barracuda a très bien fait les choses. Donc l'Espoir était complètement à la ramasse, dira-t-on. Bon, ce sont les situations qui arrivent. Je vais vous dire, ce sont les situations qui arrivent. Le coach a parlé, mais moi, quelque part, je ne suis pas d'accord avec le coach, ce qu'il dit. D'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce qu'un match de football, c'est sur 90 minutes. Lorsque le coach me dit là que après le pénalty raté, le pénalty, on a vu des clubs qui ont raté 3-4 pénaltys dans un match. C'est pour ça, je pense qu'il a été, il a dit 5% pour ne pas exagérer sur ce fait du jeu. Ça, c'est trop exagéré, ça. S'il me disait que, bon, voilà, il n'a pas été sollicité très tôt par rapport à l'équipe d'Espoir de Théviers, parce que je me rappelle très bien.
Et c'est à la dernière minute qu'il est arrivé. Il n'a pas eu suffisamment de temps. Mais il a gagné son premier match. Oui, non, mais ça ne veut rien dire. Il n'a pas eu suffisamment de temps de pouvoir préparer son équipe. Je sais de quoi je parle. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'avec le travail, il n'a qu'à insister et puis essayer de parler beaucoup à ces gamins. Je pense que ça va venir. Le championnat fait que commencer. Sa déclaration n'est pas aussi péjorative que ça. Oui, je pense. Parce que vous prenez le déroulé de la rencontre. On n'a jamais senti espoir à même de pouvoir réussir, que ce soit revenir au score à 1-0, que ce soit ou bien de marquer un but. Donc malheureusement, tout au long de la rencontre, oui, Espoir a eu quelques occasions pour pouvoir scorer, mais non, ça n'a pas été fait. Donc moi, je me disais, oui, les 5%, c'était pour au moins marquer ce pénalty-là. Et espérer un autre visage de la rencontre finalement. Justement. D'accord. On va maintenant suivre le coach Adénian, bien sûr le coach de Barracuda. Je peux dire que tout ce qu'on a fait à l'entraînement dans la semaine, ça a payé. Mais surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, les milieux récupérateurs et les milieux de couloir n'avaient pas bien joué. Donc en deuxième mi-temps, quand on a fait les deux changements au milieu terrain, Larrey et Thomas, ça a commencé par payer, on a marqué encore 2 buts. Henri, comment trouvez-vous l'analyse du coach finalement par rapport à ce temps? Bon, je disais tantôt, c'est un collectif qui est là il y a très longtemps. Donc M. Adénian, il est autour de cette équipe depuis le temps du feu à Ivy. Donc il a appris les b.a.-ba et il s'est aguerri avec le coach à Ivy. Et c'est maintenant, il redonne ce qu'il a appris avec chose. Donc aujourd'hui, s'ils ont une projection à faire, c'est de titiller le sommeil et de pouvoir... C'est possible, non? C'est possible, c'est possible. Avec ce collectif-là, c'est possible. Ils iront très loin. Parce que là, quand vous voyez l'équipe, ils n'ont pas fait assez de recrutement. Hein. C'est les mêmes qu'on a reconduits. Quelques joueurs seulement, 2 ou 3. Notamment Seonou Kwadjo Eli, ancien d'Asco de Kara. Voilà, lui-même, il était déjà au club à l'époque. En retour. Oui, donc, en 2018, je pense. Voilà. Non, bien avant, c'était à l'époque d'Ivy et Kouivi. Il était là, il a fait même l'épopée de la Ligue des Champions avec l'ancien AS Togo Port actuel AC Barracuda. Il a fait une pige du côté d'Asco de Kara. Il est de retour à AC Barracuda. Toi, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, hein, titiller le haut du tableau. Pourquoi pas être champion de ce championnat-là? Il le mérite. Intéressons-nous maintenant à une autre rencontre, autre succès notable. L'Étoile filante qui s'impose face à la Esbina. Que retenir de cette équipe de l'Étoile filante qui semble bien démarrer? 2 matchs de victoire. Henri. L'Étoile filante, quoi qu'on dise, a été l'équipe qu'on a ressorti de l'ombre. Vous savez, les problèmes de dernière minute qu'ils ont eu avec Gomido. Oui. Et personne ne les attendait en ce début de championnat. Donc pour eux, c'est un sursaut d'orgueil. C'est une revanche sur la saison dernière. Prouver à l'opinion, prouver au public que c'est une équipe très forte qu'on veut mettre au placard, alors que les jeunes sont là, ils veulent jouer. Donc eux aussi, sans vous mentir, ils ont un très bon effectif. Actuellement, c'est le travail qui paye, comme l'a dit le coach. Oui. Moi, j'étais président de club de SNPT. Je peux vous dire que dans l'effectif, j'ai au moins 4 ou 5 de mes joueurs, de mes anciens joueurs de SNPT qui jouent avec eux, de l'Étoile filante, 2 à l'arrière, 2 au demi et puis à l'attaque pratiquement. Donc, ils ont confirmé leur première journée, qui pour moi était une journée très difficile, surtout c'était le match d'ouverture du championnat. Mais ils ont fait de leur mieux pour gagner à Sauter et maintenant ils viennent de récidiver. Ils nous diront qu'ils attendent l'apéritif en 3e journée pour manger. On dit jamais 203, non? 203, bien entendu. C'est possible. Finalement, votre rapport tactique sur cette rencontre, coach? Oui, tactiquement, ils se sont mieux en sortis que les premiers matchs contre, je crois, OTR.
Parce que là, tactiquement, parce que moi, j'ai suivi l'Étoile Filante. Peut-être depuis la préparation, moi, j'étais toujours au stade d'Asposa, parce que le coach Agbessi Joly est en train de faire un très bon boulot. Là, dans la fois dernière, je l'avais dit, voilà ce qui manquait. Voilà, donc Dieu merci, et ils se sont améliorés. Je pense qu'avec le travail, il n'a qu'à toujours insister que ces jeunes puissent poser le ballon, faire sortir le ballon proprement pour qu'on puisse alimenter l'attaque. Parce que lorsqu'on balance, quand vous balancez, ça revient. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, quand vous transitez par le sol, et puis bon, voilà, les passes qui cassent les lignes rapidement, les dédoublements, le ballon ne vient pas, c'est fini. Voilà, sinon, félicitations Étoile Filante. Je suis amélioré par rapport à la première journée. Comme le championnat fait que démarrer, je pense qu'avec le temps, les gens vont pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à corriger, vous trouvez? Qu'est-ce qu'il y a à corriger aujourd'hui? Oui, pour l'Étoile Filante. Ne pas être autant. Parce que c'est vraiment important. On n'est qu'à la deuxième journée. Et quand on va commencer par... C'est l'endurance. Est-ce qu'ils vont avoir cette envie-là d'être autant? Je ne trouve pas. Connaissant par exemple le coach Joly, Tony Agbessi, c'est quelqu'un qui sait travailler avec de jeunes joueurs, un groupe assez jeune. On l'a vu quand il est passé par Tambo, on l'a vu quand il est passé par Arabia et même à Gaza. Et la saison écoulée, c'est un coach qui sait très bien travailler avec ces joueurs-là. Maintenant, vous l'avez dit, il s'agit d'un championnat, il faut parler d'endurance. Est-ce que physiquement, cette équipe-là est bien bâtie pour aller chercher le sacre à la fin? Pour le moment, c'est un mythe. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont marqué 2 buts lors de la première journée. Ils ont marqué également lors de cette deuxième journée, surtout sans en encaisser. Clémence Otondi qui a sauvé Étoile Filante la dernière fois, c'est bien. Maintenant, devant, on a un attaquant qui aussi a déjà marqué 3 buts en 2 journées, Francis Faras Chamou. Double buteur face à l'AS Hautière et puis buteur sur cette rencontre-là pour battre l'AS Bina. En tout cas, c'est une très bonne copie pour ces 2 sorties. L'analyse de Tony Agbessi nous intéresse dans cette émission. L'Étoile démarre de la meilleure des façons, mais il faut souligner aussi que les matchs ne sont pas assez faciles pour nous. Déjà, on a fait une débauche d'énergie face à l'AS Hautière. Ce soir aussi, je vois que l'équipe de l'AS Bina est arrivée pas en victime résignée. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils nous ont laissé le ballon, ils ont voulu faire un bloc bas pour pouvoir nous acculer, peut-être pour procéder par des contres. Je tiens sincèrement à saluer la prestation de mes joueurs qui ont poussé jusqu'à obtenir ce premier but en première partie. Je savais que la seconde partie allait être beaucoup plus difficile. L'équipe de l'AS Bina n'avait plus rien à perdre. Quand ils sont arrivés, ils se sont lâchés sur nous. Sincèrement, mes garçons ont résisté. Nous avons défendu de la meilleure des manières parce que nous avons eu aussi des contre-attaques qui pouvaient nous être favorables. Malheureusement, nous avons raté ces occasions qui sont arrivées. Mais ce que je retiens ici, c'est la victoire de ce soir, les 3 points que nous venons de prendre encore. Il affirme qu'ils ont été tellement bousculés dans cette rencontre, mais finalement victorieuses. Je peux dire tout simplement félicitations à Agbessi. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, quand vous sortez, à chaque fois quand vous sortez, quand le jeu s'améliore, c'est déjà une bonne chose. Parce que c'est un monsieur qui est beaucoup à l'écoute. C'est un monsieur qui n'est pas arrogant, mais quand vous l'approchez, vous lui faites des reproches, bien des remarques, automatiquement, il vous écoute. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Donc, vraiment, il a de l'avenir. Qu'il continue ainsi, je pense que ça va payer pour lui un jour. Donc, ça veut dire qu'il ne sera pas hautain, non, je suppose. Le coach, non, je le connais très bien. Il a même évolué dans ce championnat. Et lui-même, il a été joueur. Exactement. Donc, vous comprenez quelque part qu'il est quand même bien placé pour amener ces joueurs-là à ne pas être hautain. Mais en face, oui, allez-y. Au fait, l'histoire de Joly Agbessi, c'était un de mes joueurs. C'était le capitaine de l'équipe de SNPTFC. À l'époque, au TPFC. Donc, je l'ai vu très jeune. Après, il a eu le capitanat, il a conduit l'équipe. Un bon milieu de terrain. C'est un très bon milieu de terrain. Ouais, le bon nom, qu'il est passé par Mazak d'Ablogame. Oui, il a commencé par là avant de venir chez nous à Pemé. Non, Mazak n'a pas joué la 3e division ni la 2e division. Effectivement. Mais l'équipe où donc vous voyez en lui une nette évolution. Beaucoup. Il est plus. C'est facile à lui de faire la lecture du jeu et de causer avec ses joueurs.
Parce qu'il est passé par toutes ces étapes-là. Il a fait, c'est facile à un ancien joueur de se convertir en coach et de faire. La plupart d'entre eux réussissent. Il connaît les difficultés du terrain. Ouais. Donc, la plupart réussissent. C'est ce qui est bon. D'accord. Delanov, en face, c'est l'AS Bina. C'est 2 matchs, 2 défaites. Manque de réalisme ou est-ce qu'on pourra dire manque d'expérience, surtout qu'ils sont un championnat d'élite depuis plusieurs saisons déjà? Non, mais manque de réalisme, je ne sais pas. Maintenant, on sait qu'on a un coach qui a fait quand même ses prouesses lors des 2 dernières saisons. Arimi Yao, c'est un bon entraîneur. Maintenant, est-ce qu'il a l'effectif pour faire ce championnat? Dans quelles conditions ils se sont préparés pour ce championnat-là? Combien de temps ont-ils fait pour se préparer? Tout ça, là, je crois que ça peut jouer contre un entraîneur, surtout en ce début de saison où vous avez des clubs qui ont connu une saison assez difficile la saison passée. Donc, c'est le moment pour ces clubs-là qui ont traversé une période assez difficile la saison passée, de rapidement prendre des points et après, peut-être quand les gros... On dira que ça démarre mal. Mais ça démarre mal, carrément pour l'AS Bina. 2 défaites, une défaite à domicile et puis une également en sortie. Merci Delanov. Voici pour vous la réaction du coach Bonfo à Réunion. Par rapport à notre premier match, lors de la première journée, aujourd'hui, nous avons travaillé afin de vite rentrer dans le jeu, amener l'adversaire à jouer sur un faux rythme. Et bon, le but, comme vous le dites, il est venu contre le cours du jeu, jusqu'à la 48e ou 49e minute. Et je crois quand même qu'on aurait pu marquer 1 ou 2 buts avant ce but qui nous pénalise. À la reprise, on s'est dit qu'on va revenir avec d'autres intentions, celle-là de chercher à égaliser et pourquoi pas marquer le but du break. Malheureusement, toutes nos tentatives n'ont pas connu de réussite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer des enseignements et continuer par travailler. C'est vrai, ça fait mal. 2 journées, 2 défaites, ça ne nous ressemble pas. Et donc, on va retourner, aller chercher vraiment à corriger le tir pour la 3e journée. L'AS Bina n'est pas encore prête? Vous voyez là où il a chuté? Oui. Donc, Gara, l'équipe qui sera en déplacement. En déplacement. Pour la 3e journée. La 3e journée. L'équipe est avertie. Je pense que le seul problème qu'on a ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne commence pas tôt. Souvent, les clubs commencent à 1 mois du championnat. Les préparatifs je vous assure. C'est là où je tire chapeau à l'équipe de Attendeux. La saison passée, ils étaient à Abidjan, ils ont fait beaucoup de matchs là. Ils sont rentrés avec le Cocedo, ils ont continué. Même cette saison encore, ils ont vite démarré. Oui, mais avec l'AS Bina, est-ce que l'AS Bina elle n'est pas encore prête pour Non, mais ça dépend. Le frère a parlé tout à l'heure. Ça dépend comment est-ce qu'ils sont préparés. Ok. Voilà. Parce que moi, je sais, à mon avis, si une équipe commence tôt à se regrouper, à commencer par... ça paye toujours. Ça paye. Mais il ne faut pas commencer à 1 mois du championnat ou à 2 semaines ou à 1 mois, 2 semaines. Non, ce n'est pas possible. D'accord. On ne peut pas accuser le coach parce que moi, je connais bien le territoire. C'est comme ça se passe. Super. L'AS Bina, commencer tôt dorénavant, en tout cas pour être en pleine forme en début du championnat. Les autres résultats de ce championnat, il n'y a pas eu que les 4 matchs, il y a eu 6 rencontres. Et d'abord, on a eu Semassi FC après une défaite à l'extérieur contre FC Espoir qui obtiennent leur premier succès 2-0 face à l'AS OTR. Et puis aussi, il y a eu le match entre Gomido FC et l'AS Tambo qui s'est achevé sur un score nul et vierge, 0 but partout au grand stade de Kpalimé. Le retour de Semassi dans le championnat de Ligue, c'est vrai que le premier match, ça n'a pas été ça, mais il se réveille finalement sur cette 2e rencontre.
Il fallait le faire. Ils sont quand même des guerriers et à domicile, devant son public. On sait très bien que Sokodé, c'est le fief du football. Après Dieu, chez eux, c'est quand même le foot. Ouais. Donc, il fallait vraiment commencer de la plus belle des manières à domicile. Et Ouro Boriarissou, qui a fait voler en éclat la SOTR, un doublé pour lui, qui revenait aussi en compétition parce que lors de la première journée, je pense qu'il n'était pas là face à Espoir, donc à domicile. C'est la SOTR qui l'a concède sa deuxième défaite. Exactement, j'en venais, merci pour la chute. La SOTR qui malheureusement, ça ne va pas trop pour ce début de championnat. Moi, je suis beaucoup peiné pour l'équipe de la SOTR parce que j'ai eu à livrer un match amical contre eux. Et j'ai vu de la manière qu'ils ont circulé tout, mais lors de la première sortie contre Étoile Filante, je n'ai rien compris. Ça faisait que dégager... De la pression du début? Bon, peut-être ça peut être le bon. Parce que souvent, j'ai l'habitude de dire, quand vous mettez des stratégies en place aux entraînements, il ne faut pas basculer les choses à la dernière minute. Parce que souvent, quand le joueur a la tranquillité de voir contrôler son ballon... en face de l'adversaire. Non, je vous explique. Voilà, j'en viens. Vous savez, souvent, quand le joueur veut faire sortir le ballon promptement, on lui dit non, encore, envoie devant. Je ne sais pas. Quand c'est comme cela, je pense que c'est ce qui fait que quand nos jeunes sortent d'ici, moi je voyage beaucoup, quand nos jeunes sortent d'ici, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, d'accord. Et l'autre rencontre, c'était Gomido qui était face à l'AS Tambo, un nul qui semble un peu timide. Là, c'était le derby du plateau. Exactement. Et si vous vous rappelez très bien, saison 2024-2025, c'était les mêmes résultats, en aller-retour, bien entendu. Donc, ils se respectent trop, c'est quoi exactement? Non, c'est une rivalité de la région. C'est un derby de la région. Chacun se donne à fond et chacun se dit, ah non, je suis à l'extrême, vous êtes à l'extrême de l'autre côté, nous allons nous affronter et puis c'est comme ça. C'est un derby de la région, c'est toujours comme ça. Mais quand il y a des buts dans un derby, c'est plus intéressant, en tout cas. La chose. Exactement. Gomido pouvait quand même la porter. On a vu Jean-Paul Laballo-Dossé au sorti de cette rencontre-là, il a dit. C'est vrai qu'il n'y avait pas de but, mais il aurait vraiment aimé qu'il y ait encore remporter cette rencontre-là parce que déjà la première journée Gomido avait perdu, donc il fallait assurer le show à domicile, mais non, les showboys n'ont pas pu faire le show. D'accord. Alors ces résultats bien évidemment ont des conséquences directes sur le haut et le bas du classement. Voyons tout de suite en tout cas le nouveau tableau de la D1 Le Nato, l'ASK qui est premier avec 6 points, ainsi que la Barracuda et l'Étoile Filante. On retrouve Semassi à la 7e place avec 3 points. Et puis on a Gomido, Tambo qui ont 1 point chacun, c'est-à-dire qu'ils ont fait un match nul lors de leur première rencontre. Et puis on a Bina et Unisport malheureusement. Et l'ASOTR malheureusement pour l'instant qui ont 0 pointé. C'est dur d'être à 2 journées, être à 0 point. Bon, ce que moi je peux dire par là, c'est pas encore fini pour ASOTR. Mais bien sûr, il y a plein de journées. Le championnat vient de démarrer. Voilà, donc il suffit de se mettre au travail et puis aller à l'essentiel. Je pense que ça va venir. D'accord. Voilà, c'est tout. Et puis justement, les statistiques à domicile, on a eu déjà 4 victoires avec un total de 57,14%, 5 titres et on va dire qu'à domicile, ça a bien fonctionné pour cette journée finalement. Oui. Contrairement à la première journée où les équipes à domicile avaient eu vraiment du mal à faire un résultat positif. À part Espoir, si je me... à part Espoir qui avait sauvé l'honneur. Cette fois-ci, on avait beaucoup plus les équipes qui avaient évolué à domicile, d'amener le pion à leur... Ils se sentent plus à l'aise avec le public Oui, parce que beaucoup devaient commencer à domicile devant leur public. Oui. Donc il fallait vraiment, il fallait beaucoup plus donner cette joie-là à ce public-là qui va les accompagner tout au long de la saison. Sinon, si vous commencez avec des défaites là, quelque part, on connaît très bien l'exigence de certains. Et Espoir a eu chance de gagner à domicile. Alors, statistiques également à l'extérieur, bien évidemment, il y a eu seulement une seule victoire et 3 buts marqués à l'extérieur avec, disons, 14,29%. C'est assez faible.
coach? Oui, c'est assez faible. Bon, comme le frère venait de parler tout à l'heure, pour le moment, il y a tellement de pression. Oui. Tellement de pression. Je pense que avec les journées à venir, je pense que les choses vont se temporiser. Et je pense que chaque club pourra commencer par gérer ce qu'il y a à gérer. Voilà, c'est très tôt de pouvoir vraiment s'y prouver. Il faut dire à ce niveau par rapport à votre statistique pour les buts marqués à l'extérieur, c'est d'appeler les coachs à plus d'ateliers devant les buts. À plus d'ateliers devant les coups francs, 16 mètres, 20 mètres devant le but. Finalement, ça devient l'éternel problème finalement de ce championnat. Oui, tout à fait. Ça devient, comme on le dit, rebelote. C'est les mêmes qui reprennent et on recommence. Voilà. Je pense qu'il va falloir que les attaquants aillent travailler eux-mêmes. Parce qu'en plus, ou c'est le contraire, ou c'est la défense qui est plus stable finalement. Parce que ça va dans les deux sens. Du moment où le coach appelle les attaquants à travailler devant le but, il y a également doivent travailler, doivent enrayer les velléités offensives de l'équipe adverse. Donc ça va dans les deux sens. On dit souvent chez les militaires, c'est le terrain qui dicte l'action. On aime bien, on espère en tout cas, peut-être que c'est ce que Patumbi fait, on ne sait jamais. Alors nous revenons tout de suite, chers messieurs, après une courte pause pour la deuxième partie de l'émission avec les rubriques Fait de la journée, l'interview exclusive de Sadat. Ne bougez surtout pas. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. La Déon LONATO est de retour, mais le terrain n'est qu'une partie de l'histoire. Voulez-vous tout voir, tout comprendre? Alors installez-vous car l'équipe de 90 minutes Déon LONATO prépare une saison exceptionnelle. On peut avoir une défaite à domicile. On a commencé, mais on est allé gagner Espoir, on est allé gagner Gomido. C'est pas la maison. Oh, le raté! De l'ombre à la lumière, du terrain au studio, nous serons partout où le football s'écrit. Oh là 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 là! Retrouvez toute l'équipe de 90 minutes Déon LONATO tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sport 5 et sur New World Mist. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la Déon LONATO, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix. Vous êtes toujours dans 90 minutes Déon LONATO et on revient avec mes très chers invités, Henri Diagba Delanov et puis le coach Akambi. Première rubrique de cette seconde partie, fait de la journée, c'est maintenant.
Nous sortons un instant des terrains et des schémas tactiques un tout petit peu pour aborder un fait regrettable. Et je parle bien sûr de l'incident autour du match d'Unisport de Sokodé, le quart de l'équipe qui serait tombé en panne en cours de route, empêchant le déplacement à Kara pour affronter l'ASK. Sur la page officielle d'Unisport de Sokodé, ils ont en tout cas parlé de cet incident-là et ils disent que le terrain, le jeu et le respect des valeurs sportives sont primordiales pour eux. Et suite aux nombreuses rumeurs, ils voulaient dire en tout cas que ce sont ces valeurs-là qu'eux, ils prônent en tout cas. Mais justement, je vais commencer par qui, Delano? Vous allez prendre? Non, mais il faut que le coach parle d'abord parce que ce sont quand même eux qui préparent. Je veux bien que le coach parle, mais je sais pourquoi je veux que vous commenciez. Sans souci. Mais pour moi, c'est quand même une très mauvaise image qu'on a encore d'envoyer pour le football togolais. Déjà, quand on prend un peu tout ce qui se passe autour du football au Togo et aujourd'hui encore, on doit se retrouver avec une équipe incapable de faire le déplacement. Ce n'est pas un problème de finances, par exemple, on va dire qu'on n'a plus d'argent, mais c'est beaucoup plus une panne technique. Oui. Ils ne se sont pas bien pris, c'est tout. Il fallait voyager la veille. C'est vrai que Kara, oui, la veille. Sokodé, c'est pas loin. Pratiquement 73 ou bien 74 km. Pour moi, il fallait voyager la veille pour éviter tout ceci. Voyager le jour du match, souvent, ce n'est pas bien d'abord pour la santé des joueurs, pour le mental des joueurs et puis les mettre encore dans cette situation-là. Imaginez un peu. Ils avaient pu faire le déplacement. Ils avaient pu faire le déplacement. Ils seront vraiment impuissants de pouvoir donner tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais est-ce que c'est symptomatique d'un manque de professionnalisme, en tout cas c'est clair. Effectivement, c'est un manque de professionnalisme. Ils avaient quand même 8 jours à une semaine après la première journée. Voilà, donc je me rappelle bien, j'ai fait un déplacement avec A32. Ils avaient les mécaniciens, tout. Depuis le mardi, ils ont commencé par faire la révision pour voir un peu ce qui ne va pas et tout. Mais il ne faut pas attendre à la dernière minute. Ça, c'est très vilain pour l'image du football togolais. Je vous assure, ce n'est pas du tout bon. Donc, j'interpelle en même temps ces responsables de club-là de vraiment changer de comportement. De comportement, c'est un peu... Franchement, c'est pas sérieux. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, je vous comprends, coach. L'image de notre football, oui. Mais c'est pas sérieux. D'accord. Alors, Henri, qui finalement responsabilise en interne et de garantir la fiabilité des transports? Est-ce qu'on dira qu'ils ont manqué finalement la planification, la vérification des cars et c'est quoi? Il fallait peut-être avoir un plan B? En fait, pour ce match, je pense qu'ils ont joué sur le temps, le timing de la rencontre de Sokodé à Kara. Ils ont joué. Ils ont dit pratiquement nous pouvons faire 2 heures de temps de route pour arriver à Kara et jouer le match. Donc, ils ont peut-être débarré à Kara, probablement, c'est une probabilité, autour de 10h ou 11h du matin. Donc, à 2h, à 13h, normalement, s'ils roulaient, ils devaient être à Kara. Mais est-ce que c'est un temps de ils ont un temps de repos finalement Non, c'est ce qui n'est pas bon. Voilà. C'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Pour ce genre de match, tant bien même que vous êtes des clubs de proximité ou des villes de proximité, vous devez être à Kara la veille du match. Si c'était une équipe très bien organisée, ils devaient être à Kara la veille. Ils vont dormir là-bas. Le matin, ils font le dégraissage et puis ils se promènent entre eux, relaxent. Et le jour du match, le même bus peut les amener au stade. Bon, maintenant, ce que moi, je n'ai pas déploré pour ce genre de truc, c'est que c'est sûr que c'est une compagnie qui les a... Ils se sont approchés d'une compagnie de transport. Alors, de tels cas, le chauffeur devait faire appel à sa société pour qu'une voiture de liaison ou de secours de 12 places ou de 15 places viennent rapidement les récupérer et faire le voyage avec eux en attendant qu'on regarde le côté mécanique. Ça n'a pas été le cas. Et puis ça, ce que je n'ai pas aussi apprécié,
On ne peut pas envoyer un seul bus comme ça. Il faut que les dirigeants, avec leur véhicule de 5 places, de 4 places, de pareil cas, vous sortez ceux qui ne vont pas faire le match, vous prenez les joueurs. Vous prenez les joueurs, les 11 joueurs du champ, eux, ils font le voyage. Ça veut dire que derrière, ils n'ont pas réfléchi à un plan B. Ils n'ont rien planifié. Ce qui est mauvais dans ça, c'est qu'ils n'ont pas pris la nationale numéro 1. Exactement, et c'est plus difficile de voir un autre chauffeur ou une autre liaison pour pouvoir les prendre. S'ils avaient pris au moins la voie, là, sûrement qu'ils pouvaient avoir d'autres bus rapidement. Pourquoi pas? Et puis faire partir les joueurs. Ils ont préféré contourner pratiquement une autre ville avant de se rallier sur Kara, ce qui ne devait pas être le cas. D'accord. Justement, on a vu également sur la page de la SCK, ils ont écrit ceci. Victoire 3-0 sur tapis vert. Ce sont en tout cas les écrits du club de la SCK. Est-ce que, moi je demanderais, est-ce que c'est en fait la conséquence qui découle de cet acte-là finalement? Est-ce que c'est une victoire sur tapis vert? Non, au fait, pour ce genre de cas, c'est la commission d'homologation qui devait statuer en principe, je pense, mercredi, et prendre connaissance du rapport du match de l'arbitre et du commissaire de match, s'ils ont réellement observé les 30 minutes avant le coup d'envoi. Et si c'est constaté, le forfait est consommé. C'est les 3 points. Donc, les 3 buts. Par rapport au rapport de l'arbitre, vous excusez la tautologie, c'est clair qu'ASCK devait communiquer sur cette victoire-là, sur forfait. Donc, quelque part, on attendra maintenant le PV du côté de la commission pour savoir réellement si le match devait être rejoué, ce qui probablement ne devrait pas être le cas. Et puis, ce sera pour moi une victoire sur tapis vert. Donc finalement, c'est acté, on a l'impression, déjà. C'est acté. D'accord. Alors, je pense que ça sera tout pour cette rubrique Fête de la journée. On va passer à la rubrique L'interview. Nous vous proposons maintenant d'écouter sans plus tarder l'entretien exclusif que nous avons réalisé avec Sadat Mohamed, l'attaquant de Dito FC. Il nous parle de ses débuts, de son parcours et de ses grandes ambitions. J'ai aimé le football depuis tout petit. Et moi aussi, je rêve de devenir un grand joueur, voilà, comme les Iniesta, les Pedri et tout. Et en fait, c'est un plaisir pour moi d'être ici et je progresse toujours, je travaille pour ça et au fur et à mesure, on verra ce que ça va donner avec le temps. J'étais passé par Unista. Au Ghana, j'étais revenu ici, j'ai signé avec Asco. C'était pas mal. Au début, on m'a prêté à Kakad. Et j'ai eu beaucoup d'expérience là-bas. Voilà, la saison était terminée, j'étais revenu à Asco. Je n'ai pas assez gagné de temps de jeu. Et voilà, maintenant, bon, je suis ici avec le club. Dito maintenant, on doit gagner toujours la tête haute, travailler plus et on verra ce que ça va donner. J'ai beaucoup eu d'expérience là-bas. Parce que quand j'étais arrivé là-bas, l'international et Foué était là-bas, Novon et Foué, et Ouattara Moutalabou, ils étaient un peu nombreux. Il y avait capitaine aussi, et Omedove. Ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup appris comment jouer, comment avoir confiance en soi quand tu joues au milieu. J'ai beaucoup appris avec eux. Voilà, maintenant je suis ici, je profite avec leurs conseils. En fait, je suis venu ici pour un objectif, avoir un temps de jeu, dégager ce que j'ai, prendre du plaisir et voilà.
c'est mon premier but. C'est mon premier but dans le championnat togolais. Et je suis très content, très fier même. Et voilà. Aujourd'hui aussi, j'ai fait une passe décisive. J'espère encore plus dans le championnat cette année. En fait, mon style de jeu, bon, j'aime beaucoup, j'aime faire marquer beaucoup les autres. Et si l'opportunité sur moi aussi, j'aime marquer. Mais en fait, la réalité, j'aime faire marquer aussi. C'est ce qui me plaît le plus. Les passes décisives, j'aime ça. Je peux commencer avec le coach Abalo Dossé. En fait, si je suis au Togo ici, c'est grâce à lui. Quand j'étais revenu du Ghana, j'étais venu à ASCO, c'était lui. C'était lui, il m'avait fait confiance et il m'a gardé, c'était lui qui m'avait gardé à ASCO. Après tout, malheureusement, il était parti. Et le coach qui était venu, lui aussi, il n'avait pas trop confiance en moi. C'est lui qui m'avait prêté à Kakat. L'année suivante, j'étais revenu, mais en fait, tous ces entraîneurs, ils m'ont beaucoup aidé, quand même. Si ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et j'ai beaucoup appris. Et voilà. Et merci en tout cas, merci à eux tous. Et mon président aussi, président Carlos, c'est lui qui me pousse beaucoup. Il me corrige aussi. Je suis ici aussi avec le coach Patumbi. Bon, avec le coach Patumbi, c'est un peu différent. Et il a cru en moi, il croit toujours en moi, il me donne cette confiance. Ça date, il ne faut pas avoir fait. Fais ce que tu as fait, n'aie pas peur, amuse-toi bien, prends du plaisir. Et voilà, c'est un peu ça. Merci à lui, félicitations à lui aussi. Je suis vraiment le foot. Dans la télé, ça me motive le plus. Moi, je supporte vraiment le Real Madrid. Notamment, c'est mon idole, Luka Modric. C'est lui bon, en fait, je regarde beaucoup ses vidéos. C'est lui qui me pousse vraiment. Je regarde ses vidéos, ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Je veux jouer comme lui. Faire une carrière comme lui, voilà. Pour le moment, ce n'est que le début. Si l'opportunité s'ouvre, pourquoi pas aller prendre la première place? C'est possible, on est là. Mais moi, personnellement, je suis ici, gagner du temps de jeu, pourquoi pas la sélection? Et à part la sélection, si les opportunités s'ouvrent, je suis là, je suis prêt. Merci à Angelo Folique pour cet entretien avec le milieu de terrain de Dito, Sadat Mohamed. Alors, on retient que c'est un joueur avec une forte motivation personnelle et des ambitions claires, surtout pour le championnat et surtout pour Dito FC. Pour toute personne, il faut toujours avoir de l'ambition. Ouais. C'est ce qu'il a, Sadat Mohamed. Il a très bien commencé d'ailleurs cette saison. Il a pris feu un peu sur son parcours. Il est arrivé du Ghana. Il fallait s'accommoder, s'acclimater au championnat togolais. C'est vrai qu'il a connu un peu de difficultés, mais aujourd'hui, il a l'opportunité de pouvoir étaler tout son talent. Il a marqué des buts, il fait marquer des buts. C'est un milieu de terrain. Son premier rôle, c'est de délivrer des passes décisives. Et pour le moment, en 2 journées, il est là. Il a eu une passe décisive en tout cas. Oui, il a eu une passe décisive. C'était face à Attente de Lomé le samedi. Oui. Lors de la première journée, c'est lui qui a marqué l'unique but des Robots Rouges. Donc, quelque part, comme il a dit, c'est pour avoir du temps de jeu chez les Robots Rouges. Donc, attendons de voir s'il aura ce temps-là et pourquoi pas nous faire montrer tout le talent qu'il a. Alors, selon le style de jeu qu'il décrit et son entame de saison, est-ce que c'est réellement un potentiel que vous voyez en ce joueur, Sadat Mohamed? Non, en fait, quand vous voyez ce joueur évoluer, vous sentez en lui un show permanent, et une mobilité également, et puis une conduite de balle très parfaite. Ce qui fait que, comme il a dit, le milieu, ils sont les pistons. C'est eux qui sont en attaque, ils jouent le relais en arrière, ils prennent, ils distribuent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans son interview, il dit
il fait marquer plus. Exactement. Il est au service. Il est au service des autres. Et ça, c'est l'humilité d'un joueur. Une qualité. Il n'est pas aussi hautain, donc j'apprécie d'abord cette élévation d'esprit dans le jeu, qui, s'il garde cette constante, il sera un grand joueur dans le futur. Alors, est-ce que ce genre d'attaquant peut finalement rapidement s'imposer comme un leader offensif dans le championnat togolais? Oui, c'est possible. Parce que déjà, je loue son mental. Je loue d'abord son mental. Parce que c'est pas facile, vu tout ce qu'il a traversé avant d'arriver là. Donc, moi, je lui souhaite un bon vent. Et il n'a qu'à plus assidû au travail. Il n'a qu'à beaucoup travaillé devant le but. Et le grand venait de parler de quelque chose tout à l'heure qui est très primordial dans le football. L'humilité du joueur? C'est un joueur qui n'est pas égoïste. Quand il sait que ça ne va pas, il donne le ballon à celui qui est bien placé pour pouvoir agir. Parce que le football, c'est un jeu collectif. Donc, bon va à lui et qu'Allah facilite le reste, c'est tout. Il a aussi insisté sur certaines paroles d'où, en tout cas en dehors du terrain, on a l'impression qu'il ne parle que foot parce qu'en dehors du terrain également, sa motivation, c'est regarder d'autres joueurs et être en inspiré. Ça veut dire que c'est un grand joueur finalement. Oui, si vous avez un joueur qui parle de Luka Modric, d'Andrés Iniesta, vous comprenez quelque part qu'il a des ambitions. Il a quand même de grandes ambitions. Parce que vous prenez ces deux joueurs, par exemple, suscités, c'est la crème des crèmes quand on veut parler des meilleurs milieux de terrain. Je ne veux pas parler de Zidane, lui aussi, c'est un autre cas. Mais sur la dernière décennie, on a beaucoup plus vu Iniesta, on a vu Modric. Et quand vous avez un tel joueur dans votre effectif et que le coach lui donne de la confiance, c'est très primordial. Un coach qui est capable de vous dire, n'aie pas peur, fais ce que tu peux faire, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Quelque part, il est confiance, vous êtes en confiance, justement, c'est pour ça que je voulais dire, il est dans un cadre, surtout que Batumbi Liabe, lui aussi, il a joué dans ce championnat pour ASCO. Il connaît très bien cette façon de manager, de pouvoir mettre en confiance ses joueurs, raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez Mohamed qui dit, oui, il a quand même de grosses ambitions. D'abord pour Dito, il a dit quelque part, si la première place s'offre à eux. Pourquoi pas? Même prendre cela. Merci à vous trois pour ces analyses, en tout cas très pointues et très pertinentes sur le profil de ce joueur, Mohamed Salah et Mohamed Sadat. Autant pour moi. Mohamed Sadat, voilà, merci à vous. On lui souhaite en tout cas bon vent pour la suite. D'une rubrique à une autre, à la découverte. C'est maintenant. On va maintenant faire un petit crochet pour s'intéresser à ceux sans qui le football n'aurait pas la même saveur. Bien sûr, les supporters, le fameux 12e homme. Plongeons-nous un tout petit peu dans un élément de copain et d'or et s'en suivra le débat. Au rythme du vuvuzela, de la flûte et du tam-tam, ils y vont. Toujours présents au stade pour soutenir leur club de cœur, ces inconditionnels répondent au nom du 12e homme. Toujours quand un joueur joue, il a derrière lui le 12e joueur. Le 12e joueur, c'est que les supporters vont toujours se mobiliser à chaque moment où les joueurs vont se déplacer en direction des stades qui sont prévus pour le championnat national de première division. Privés de leur passion pendant ces mois, c'est un sentiment de joie qui anime à l'unanimité ces fers du foot à l'ouverture de la saison 2025-2026 de la D1 Lonato. C'est pour un plaisir d'être ici. C'est la joie, c'est distrait. Je suis très content du démarrage du championnat. Ça nous permet de temps en temps de sortir, nous distraire. C'est très très bien. Les supporters des clubs togolais prônent le fair play et exigent un meilleur niveau de jeu cette saison. C'est le fair play qui doit dominer sur tous les stades pour que nous tous nous puissions vraiment supporter nos équipes préférées. Nous allons toujours suivre notre club pour que nous puissions avoir plus de jeux, encore plus qu'aujourd'hui. On ne dit pas à un joueur qu'il a bien fait, mais on l'encourage à mieux faire. Pour d'autres,
le transfert des joueurs à l'étranger et la bonne représentation du Togo sur le continent sont toujours de mise. On souhaite la meilleure. À la fin, nos joueurs puissent voyager. À la fin, nos joueurs puissent avoir des contrats à l'étranger. Le football togolais change en termes de tactique, en termes de technique. Pour que ça puisse aider l'équipe nationale à plus. Personnellement, l'équipe qui défie bien, qui mène un bon jeu, nous souhaitons que cette équipe représente le plan sur le plan national et international de Togo. De Lomé à Kara, en passant par Atakpame et Sokodé pour ne citer que ces villes, le 12e homme joue sa partition et attend vivement que les joueurs lui renvoient l'ascenseur pour que le spectacle soit beau. Delanov, en tant que l'homme du terrain, quelle est la véritable influence psychologique et tactique sur les joueurs quand ils ont un effectif de supporters assez pléthorique? C'est un supplément d'âme. Parce que moi-même, j'ai joué, je sais un peu dans quel... Ancien mauvais joueur ou un bon joueur? Bon, à chacun de... On ne vous a pas vu jouer, donc... Je ne... Oui, justement, on ne peut pas danser et puis s'apprécier. Pourquoi pas, hein? Donc, mais je sais que des gens m'ont vu quelque part. Ils reviendront vers moi, peut-être vers vous pour le témoignage. Mais les supporters, pour moi, jouent quand même un grand rôle. C'est vrai que c'est dans le championnat togolais qu'on ne voit pas assez l'importance des supporters, mais dans quelques villes, à Sokodé par exemple, à Kpalimé, à Aneho, à Tchévier par exemple, vous avez des groupes de supporters qui viennent quand même pour apporter ce soutien-là à ces joueurs parfois qui se trouvent dans des difficultés. Il faut que les joueurs chantent, il faut que les joueurs donnent le ton pour les réveiller un peu afin que ces joueurs-là se retrouvent véritablement sur le terrain. Parfois, c'est une pression négative. Malheureusement, vous avez un groupe de joueurs qui... tellement une pression qui veulent réellement... Les supporters ne veulent que la victoire. Ça c'est clair. Pour le supporter, c'est ça. Le supporter, c'est vrai. Ils sont conscients du fait que dans un match de football, il n'y a que 3 scénarios. Il y a 3 résultats. La victoire, la défaite et puis le match nul. Mais pour le supporter, c'est la victoire. Mais en tout cas, peu importe, coach, votre avis nous intéresse sur ce sujet. Bon, le frère vient de parler tout à l'heure. Tout ce qu'il avait dit, il n'y a pas de faux dedans. Parce que quand un supporter arrive au stade, la première des choses, il veut voir son club gagner. Voilà, lorsque ça ne va pas, au lieu d'avoir ce sursaut d'orgueil-là, de pouvoir encourager, c'est commencer par insulter, à dénigrer. C'est un peu compliqué. Donc je pense que c'est au club maintenant de pouvoir éduquer les supporters. D'accord. Voilà, c'est très important. Henri, je vais vous poser cette question, mais en basculant un tout petit peu. Vous avez mis en place un programme FTF FIFA Connect, Togo Connect, pardon, sur la gestion des cartes de fidélité, en tout cas des supporters des clubs. Où en êtes-vous finalement? Merci beaucoup pour la question. En fait, la question a été posée au cours de nos ateliers, nous les managers de système FIFA Connect. Oui. Des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il était question de voir dans nos modules comment accompagner les supporters, comment les délivrer eux aussi une licence, pas comme une licence des joueurs, mais les appeler une carte de fidélité ou carte de membre ou carte de fan. Et dans nos modules, d'enregistrement des acteurs, nous nous sommes rendus compte qu'on a des rubriques. Alors, je me suis dit, ou nous nous sommes consultés pour dire, si, comme on s'organise pour délivrer les licences pour les joueurs, nous allons nous approcher des présidents des clubs des supporters, leur dire que, bon voilà, en chaque début du championnat, leur club souffre d'un fonds de roulement, d'un fonds pour pouvoir faire démarrer le club. Ils attendent la subvention de l'État et de la Fédération togolaise de football. Alors, pourquoi ne pas les parler pour qu'ils puissent se rendre compte que,
au cours de ce championnat de 14 clubs, où ils ont à avoir 13 matchs à domicile. Ouais. Surtout pour les clubs identitaires. Je prends le cas de Semassi. Alors, les 13 matchs à domicile, je me suis juste fait un petit sondage pour me rendre compte que le stade de Semassi a 15 000 places. Alors, par simulation, j'ai partitionné le stade en 3 niveaux. Alors, tribune officielle, l'entrée est à 1000 francs. Le gradin est à 500. Et pour un supporter potentiel qui n'est pas fan de Semassi, mais qui est de passage, peut également aller au stade voir. Alors, si nous prenons l'exemple, par exemple, du gradin, j'ai dit, bon, très souvent, quand vous voyez le stade de Semassi, les gradins sont archi-combles. 10 000 places. Alors, 10 000 places multipliées par 500. 500 000 ? Non. Fois 13 matchs à domicile. Ça engrange 65 millions de francs CFA. Alors, la fédération qui va imprimer la carte ne prendra que 30% et le club prendra 70%. Les 70% pour Semassi, ça fait 45 500 000. Alors, si nous prenons la partie officielle où l'entrée est à 1000 francs, je prends seulement 3000 places. Alors, si pour les 3000 places, si c'est bien rempli, pour les 13 matchs à domicile, ça fait 39 millions. Et la fédération a 11 700 000, le club a 27 300 000. OK? Maintenant, pour les autres, les 2 millions, eux aussi, ils régénèrent. Donc, pour tout, si le stade est plein, en prépayé, ils engrangent 117 millions en chaque début du championnat. Et la fédération ne retient que 35 millions 100 pour la production, la maintenance de l'imprimante, ainsi de suite. Et reverse au club de Semassi 81 900 en chaque début du championnat. Si on est bien organisé. Donc, une fois que ça arrive au niveau de ma cellule qui s'occupe du support Connect FIFA, nous leur produisons la licence. Et sur cette licence, on a le ID de la FIFA, on a le logo de la fédération, on a le club identitaire qui est Semassi, et cette carte est renouvelable chaque année. Donc, pour celui qui veut payer un ticket pour 500, il ne paiera que 6 500 francs pour les 13 matchs à domicile. Et celui qui veut payer 1000 francs, il ne paiera que 13 000 francs pour les matchs à domicile. Pour le match à domicile, fois 13. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 2e journée, donc il reste 11 journées. Alors si à l'instant T, on s'approche de nous, donc on ne fera qu'une carte qui puisse leur permettre d'accéder à un stade pour les 11 matchs rendants. Mais ce qui est intéressant, il va falloir mettre cela en place avant le début de chaque championnat. L'avantage est que nous n'allons plus voir des stades vides. Celui qui paye son match en prépayé pour les 13 matchs à domicile a l'obligation de se déplacer. Même s'il n'est pas là, il va... Non, la carte est personnalisée parce qu'il y a ta photo là-dessus. Elle est personnalisée. Là, il va tout faire pour être là. Il va tout faire pour être là. Ça, c'est un. Deuxième chose, il y aura plus d'économies pour le club qui ne va plus approcher des imprimeurs pour les tickets. Il n'y aura plus non plus du vol par rapport aux contrôleurs qui sont là. Vous voyez le stade qui est plein, mais lorsqu'on vous faites le compte, on dira ah non, tel est venu avec 20 personnes, tel est venu avec 10 personnes, on l'a laissé, ainsi de suite. Et là, ce n'est plus la charge du président. En ce moment, ce club identitaire a un mot à dire sur son club. Ils peuvent les insulter comme ils en ont l'habitude de le faire. Ils peuvent dire non, tel a mal Parce qu'il faut vivre le club. Il faut vivre le club. Ils peuvent même apporter des solutions aussi. Voilà. Exactement. Alors, avec ce sou, quand je prends le thématique de Semassi, 81 900 pour la première année. Pour les frais d'organisation, ce qui compte, c'est l'entretien du stade. Donc chaque match, il loue le stade de Semassi à 50 000 francs à la commune. Voyez-vous, il loue l'ambulance, ils mettent en sécurité les stewards qui font la sécurité tout autour du stade. Et puis, ils payent les primes des joueurs. Il y a plein de choses.
rien que pour ce pactole, en attendant l'entrée de la fédération et de l'État, ils peuvent s'organiser en budgétisant les grandes lignes de leur club. Ce qui fait que nous rentrons dans le professionnalisme, mais actuellement nous sommes dans le semi-professionnalisme. Il n'y a aucun club de la première division qui dira qu'il est dans la preuve. Tous ces joueurs qui jouent ont un contrat, ils sont payés. Bien, certains sont payés à un prime de signature allant jusqu'à 1 million, 2 millions, ici au Togo. Ici au Togo. Moi, tous ces contrats, je les vois. Et je pense qu'avec ce système-là, ça fait vivre, en tout cas, ça fait vivre plus le club qui a, en tout cas, de l'argent pour pouvoir bien prendre soin de son club, finalement. C'est à louer et c'est à emboîter le pas, surtout. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à un club togolais. Parce que c'est un modèle qui est déjà implanté un peu partout au Maroc, surtout en Europe, où quand je prends les clubs espagnols, par exemple le Barça ou encore le Real, où vous avez des supporters qui font un abonnement sur toute la saison. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, vous avez l'assurance entre griffes de voir des gens au stade. Je pense que c'est un sujet qui mérite au moins de consacrer au moins 2 heures de temps pour en parler, pour éclaircir. Mais malheureusement, on n'aura pas assez de temps dans cette émission, mais on va vous demander de faire une petite récap, sinon une petite conclusion par rapport à ça, histoire de pouvoir réellement mieux expliquer au club finalement ce qu'ils ont encore plus comme avantage dans ce genre de situation. Non, en fait, nous avons l'habitude de dire souvent que le club se repose sur l'épaule du président. Donc, avec ce projet, nous allons un peu désengorger la pression que le président a et faire reposer maintenant le football au niveau du 12e homme qui sont les supporters. Et qui sont plus en grand nombre. Ils sont plus en grand nombre. Même si le ticket est vendu à 300 francs, faites-les vendre et faites-les payer pour les matchs que vous jouez à domicile, pour la première phase. La deuxième phase va être un accord de partenariat. Lorsque vous voulez vous déplacer, par exemple, je prends Asco, qui vient jouer à Semassi. Donc, les supporters de Semassi, les supporters d'Asco qui ont cette carte, peuvent aussi avoir l'aspect facile au niveau de Semassi et vice-versa. Et là, ça va être une compensation au niveau du budget et au niveau de l'entrée des sous. J'aurais bien aimé vraiment continuer avec ce sujet, mais malheureusement, je n'ai plus assez de temps dans cette émission et il me faudra vraiment en parler. On espère vous revoir très prochainement dans cette émission. Merci. Mais pour aujourd'hui, on va aller très rapidement avec la J3, les confrontations qu'on aura par rapport à la J3. L'AS Bina va confronter Semassi de Sokodé, l'AS Tambo va jouer Bolesou, OTR Barracuda, Étoile filante en temps de Espoir Gomido. Et voilà, ça sera cette rencontre qu'on aura pour la J3. J'ai l'habitude de demander en tout cas quel match et tout, Asco SK, pardon, c'est en derby. On attend vivement que ce derby cette saison nous donne encore plus envie que les saisons dernières. J'ai l'habitude en tout cas dans cette émission de vous demander quel match, mais aujourd'hui malheureusement je ne pourrai pas. Je vous dis merci. Ça a été un plaisir. Merci Delanove. C'est un plaisir également. 90 minutes. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Merci à vous Henri Jaguar. Merci beaucoup. On espère rapidement vous retrouver avec. Merci à vous coach. Merci à vous aussi. Merci d'avoir m'invité sur votre plateau. Je pense que ça va. Super. Vous reviendrez en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous dans cette émission. 90 minutes, ça passe très vite, mais ça fait plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et merci à tout le monde, à tous ceux qui ont travaillé et œuvré pour cette émission. On se dit à lundi prochain. Bye. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs,
ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale.